bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences avec la France agricole. Alors ce matin nous allons parler d'emploi et plus précisément des employeurs agricoles à l'occasion de la sortie du nouveau site, la France agricole, employeur qui leur est entièrement consacré. Alors sur le plateau aujourd'hui nous en avons un, employeur agricole, Olivier Banos, vous êtes exploitant dans les Landes. Bonjour Olivier. Bonjour Rosanna. Et à vos côtés, on va aussi parler d'accompagnement en termes de gestion du personnel. Vous accompagnez Olivier Banos depuis 2010, Céline Puy-Ségur. Vous êtes consultante chez Exco Fiduciaire du Sud-Ouest au sein d'Agir Agri. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Alors parce qu'être employeur, c'est devenu un job à part entière et que recruter, préparer les entretiens, organiser le temps de travail, les congés, motiver aussi les troupes, eh bien ça ne s'improvise pas. Donc on a souhaité en parler avec vous, Olivier Banos. Vous avez 45 ans, vous êtes exploitant depuis 2003 à Comensac dans les Landes et vous êtes associé en 2010 à Pierre Ferry au sein d'une société qui s'appelle Féroce, de la contraction de vos deux noms. Donc vous êtes à la tête de 1400 hectares, dont 300 en bio, et vous produisez du maïs semence, mais aussi des asperges, des carottes, dites-moi si j'en oublie, oui, des petits pois et des haricots verts. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous employez 12 permanents et une cinquantaine de saisonniers. Alors la première question qu'on se pose quand on est à la tête d'une telle équipe, est-ce qu'on devient, ce qu'on dit un peu péjorativement, un gentleman farmer qui délègue du haut de son bureau, ou est-ce qu'on parvient à rester exploitant et à continuer à mettre la main à la pâte? Olivier Banos. Je crois que ce qui est important, c'est de montrer aux ouvriers ce qu'on est capable de faire. Ça veut dire que ce que les ouvriers font, on sait le faire. Ça, c'est important. Et le bureau, c'est pas trop notre tasse de thé. Bien qu'on ait des contraintes administratives à ne pas déroger. Et en effet, on a pu le constater avec vous sur le terrain. On va poursuivre avec vous, Céline Puy-Ségur. Je rappelle, vous êtes consultante chez Exco Fiduciaire du Sud-Ouest au sein d'Agir Agri. Et depuis le 2010, vous accompagnez Pierre et Olivier. Et vous nous avez dit quelque chose de très important, Céline, quand on a préparé cette émission. Vous nous avez parlé d'un atout essentiel qui permettait que ça se passe bien chez, justement, sur la SARL Féroce. C'est quoi le secret de la méthode Féroce ? Alors je ne sais pas s'il y a vraiment des secrets, mais en tout cas il y a une force très importante chez Pierre et Olivier, c'est leur énorme capacité d'adaptation et surtout de savoir se remettre en question en permanence, parce qu'en fait leur exploitation ne cesse d'évoluer, les employés ne cessent pas non plus d'évoluer, il y a tout le temps des embauches également. Et c'est vrai que de savoir s'adapter à l'évolution de leur façon de travailler et d'engager toute leur équipe dans cette évolution-là, je pense que c'est une force chez eux. Et vous nous avez parlé de souplesse aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'autorité, hein? Du tout. Alors, la particularité chez eux, c'est que ça ressemble plus à un management d'une équipe de sport. Et c'est pas vraiment forcément des choses très, très dictées. Par contre, il y a une souplesse dans cette capacité de management comme si c'était une équipe qui est sur un terrain de sport. Voilà. C'est le cas, Olivier. Il faut rappeler que vous êtes un grand rugbyman et que vous avez coaché des équipes aussi. On coach de la même façon une équipe de sport que des salariés sur une exploitation? C'est presque un peu... il y a des choses similaires, c'est clair. J'ai eu la chance d'être capitaine dans des équipes de rugby à un niveau assez élevé et je crois que ça se retranscrit dans le monde professionnel d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et quand on a une bonne équipe derrière, on peut faire plein de choses. Voilà. D'accord. Vous nous avez parlé aussi d'un élément essentiel. Vous nous avez indiqué que le poste salarié, c'était pas un poste à négliger, d'abord parce que ça a un coût, et aussi parce que la performance de l'exploitation peut passer et va passer par la performance d'une équipe. Ça se traduit comment chez vous? En fait, le poste salarié chez nous, le poste de main d'œuvre, c'est 1 million d'euros, donc c'est un poste qu'on peut pas négliger. Et en fait, le fait de se remettre en question tous les ans, on fait de nouvelles productions, donc il y a toujours des remises en question, des emplois nouveaux à créer. Et on est obligé de se faire aider par rapport à tout ça. Et la moindre défaillance sur de l'effectif, ça peut être très préjudiciable, quoi.
D'accord, on va continuer sur la problématique du recrutement, parce que malgré tout ce que vous avez mis en place, le recrutement reste quelque chose de difficile. Hein, chez vous, d'ailleurs, vous recrutez, c'est bien ça, vous avez dit deux chauffeurs, vous pouvez le rappeler, vous recherchez... Là, aujourd'hui, on est prêt à recruter deux ouvriers polyvalents avec une dominance chauffeur-tracteur. Voilà. Après, il y a des postes qui sont à pourvoir aussi dans l'agronomie. Il y a plein de choses à faire. L'annonce est lancée. Donc on va revenir sur la problématique du recrutement. Et pour ça, on part dans les Landes. On est allé vous rencontrer chez vous, Olivier Banos et Pierre Ferry, avec ce reportage de Tanguy Deslin de la France agricole. On est parti de 0 employé, je dirais, à 12 qu'on est aujourd'hui, plus des saisonniers, donc ça représente un volume assez important. Et en fait, quand on s'est installé, on ne pensait pas avoir à gérer beaucoup de personnel. Et au final, on a beaucoup de personnel à gérer. Et c'est le principal problème. Voilà. On n'a pas de problème pour faire pousser les cultures. C'est le problème lié au personnel et de trouver des personnes compétentes dans chaque secteur. Pôle emploi, ça sert à rien du tout. Toutes les personnes qui nous envoient sont là pour faire leur quota, pour toucher les primes ou je sais pas quoi, le RSA. Et après ça, ces personnes assistées, elles repartent chez eux. On passe des annonces, mais c'est beaucoup de bouche à oreille. Voilà, où on trouve des personnes quand même compétentes. Et il ne faut pas des mecs de trop loin du site de travail. Donc ça veut dire que les gens qui habitent pas loin, ils sont privilégiés, je dirais, en termes d'emploi. Après, on recherche aussi par l'intermédiaire des formations par alternance aussi. Ouais, je pense qu'il faut continuer sur ce sens, parce que même si la formation n'est pas exceptionnelle en termes de contenu, je pense qu'on peut trouver des gens qui sont passionnés par ce travail. Parce que si on n'a pas la passion, c'est pas la peine. Ouais, et puis on les forme à notre besoin surtout, c'est ça l'intérêt. Donc Olivier, on a compris que le recrutement, ça n'était pas simple, parce qu'en agriculture, on le sait, il y a pas mal de jobs, mais il y a peu de candidats encore. Je voudrais revenir sur le recrutement en lui-même. Vous m'aviez parlé justement des difficultés du départ. Vous avez progressivement amélioré vos entretiens de recrutement, mais comment ça se passait au tout début? Comment vous faisiez pour choisir tel ou tel salarié? En fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas du tout prêt à... Moi, quand je me suis installé, je me suis dit, jamais j'aurai d'ouvrier, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, en fait, on se rend compte que tout seul, on fait pas grand-chose. Et il faut évoluer. Donc, on s'est associés, on a pris des ouvriers. Et au départ, les ouvriers, on prenait les personnes qui tapaient à la porte pour du travail. Et on se posait pas trop de questions. Et en évoluant un peu, on s'est dit non, il faut qu'on change notre méthode de recrutement et qu'on trouve des personnes compétentes sur les postes, quoi. Voilà. Alors, comment vous avez changé en fait votre recrutement? Vous avez mis en place des périodes d'essai, c'est ça? C'est-à-dire que des périodes d'essai peut-être, mais on a ciblé davantage les besoins qu'on avait. Et tout ça, on s'est fait accompagner aussi, parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On s'est fait accompagner par le cabinet ESCO et Céline. Donc ça, c'est le premier point. On a ciblé davantage les personnes dont on avait besoin. On a fait des entretiens plus rigoureux, des périodes d'essai, et en fonction de ça, après, on gardait les personnes ou pas. Voilà. Vous êtes accordé d'être plus exigeant, en quelque sorte, en fait. Ouais, il fallait être beaucoup plus exigeant, ouais. Alors justement, avec vous, Céline, est-ce qu'il existe une technique particulière? Vous accompagnez plusieurs exploitants. Est-ce qu'il existe une technique particulière pour le recrutement? Est-ce que vous avez des trucs? Des trucs, je sais pas. En tout cas, ce qu'on essaye de faire au niveau du cabinet Exco, c'est de s'adapter à la particularité surtout de chaque exploitation. En ce qui concerne la partie sociale, chez nous, il y a 3 métiers. Il y a d'abord des gestionnaires de paye. Il y a des juristes en droit social qui font tout l'accompagnement sur toutes les problématiques que peuvent avoir les employeurs de main-d'œuvre. Et ensuite, moi, j'interviens plus particulièrement sur des problématiques d'organisation du travail et de management. La particularité, par exemple, sur cette exploitation, ça a été pour nous d'abord de comprendre quelle était leur volonté dans le management. La particularité chez eux, c'est qu'ils avaient des ouvriers très performants, mais pas forcément dans une volonté d'être managers eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a défini une organisation spécifique chez Pierre et Olivier pour que les salariés ne soient pas des futurs chefs.
parce que c'était pas dans leur volonté. Donc on a maintenu ce lien direct entre les dirigeants Pierre et Olivier et les salariés. Donc ça c'était pas évident non plus au départ dans l'organisation. Et ensuite c'était de les amener à mieux définir justement les rôles, les référents, parce que ça aussi c'est important d'avoir des référents comme dans une équipe de sport, et justement de permettre de mieux cibler les caractéristiques d'un salarié par rapport à cette contrainte de l'équipe. Voilà. Mais on a beaucoup de doutes au moment du recrutement. Quand arrive l'entretien, on est face à justement énormément de candidats. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il va vraiment faire l'affaire derrière? Alors, malheureusement, on n'a pas pléthore de candidats en agriculture, c'est plutôt compliqué. Et ça a amené aussi Pierre et Olivier à faire évoluer leur stratégie de recrutement. Et chez eux, aujourd'hui, on a beaucoup plus de salariés recrutés par le biais de l'apprentissage. Et c'est vrai que tout compte fait, chez eux, c'est très bien parce que, encore une fois, par rapport à leur exploitation qui est en perpétuelle évolution, le fait d'avoir des jeunes salariés en apprentissage, ça permet de les former eux-mêmes sur le terrain. Et ça, c'est très important. Alors Olivier, vous allez nous parler de l'alternance justement. Ça prend du temps quand même de prendre le temps de former les jeunes qui arrivent. Est-ce qu'ils sont bien formés déjà quand ils arrivent? Est-ce que le contenu de la formation, on en avait parlé, est-ce que vous le trouvez bon? Alors la formation en général, c'est plutôt compliqué. Hein. On a souvent des jeunes ingénieurs qui sortent qui ont des diplômes d'ingénieur agricole qui connaissent pas les bases. Ça, oui, donc très capés au départ. Hein. C'est une grosse problématique. Donc on a fait le pas de se tourner vers l'apprentissage avec des niveaux plus petits, hein, puisque ça va du BTA jusqu'au BTS. Et on se rend compte qu'en passant par ce biais-là, on sort des gens qui sont intéressants, quoi, et très compétents. Et ce sont des gens que vous êtes susceptibles d'engager à la fin? Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, ils sont tous restés sur la ferme. Voilà, donc c'est en bonne voie, ouais. D'accord. Vous nous avez dit, Olivier, on va poursuivre avec vous, vous nous avez dit que c'était difficile de trouver de la main-d'œuvre française, et donc vous faites beaucoup appel à des saisonniers internationaux. C'est pourquoi ils sont meilleurs ou on les trouve plus facilement, c'est plus simple? Pour faire simple, ils sont là tous les matins. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans le monde agricole, on a des exigences, on a des contraintes par rapport à des calendriers à respecter. Et qu'on ne peut pas se permettre un jour qu'il y ait 10 personnes, le lendemain qu'il y en ait 20, sur le lendemain 2, voilà. Ça, c'est pas possible. Donc, parce que ça vous est déjà arrivé, hein, c'est ça? Ah mais bien sûr, hein, ouais. Mais en fait, quand vous avez affaire de la main-d'œuvre saisonnière française, c'est très compliqué sur une embauche de 10 personnes le lundi, d'en avoir 10 le vendredi, quoi. Si vous en avez un le vendredi, c'est le bout du monde, quoi. Voilà. Alors quand on en a un le vendredi, on le garde, voilà. Mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'on se tourne vers la main-d'œuvre étrangère. Ouais. D'accord. Vous avez fait appel pour les saisonniers internationaux à un groupement d'employeurs spécifique. Vous avez créé un groupement d'employeurs. Vous en avez deux d'ailleurs. Vous pouvez nous expliquer cette organisation avec ces deux groupements d'employeurs? Alors en fait, il y a un groupement d'employeurs qui gère la partie main-d'œuvre permanente. Voilà. Et après, on a un autre groupement d'employeurs qui gère la main-d'œuvre saisonnière. C'était nécessaire de séparer les deux. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, le groupement d'employeurs qui gère la main-d'œuvre saisonnière, il y a d'autres exploitants qui peuvent faire appel, qui sont dans ce groupement, enfin qui peuvent nous faire appel, et c'est plus simple après en termes de gestion, quoi. D'accord. Vous nous avez dit au tout début que vous avez donc 1400 hectares, dont 300 en bio. Est-ce qu'on recrute différemment des salariés destinés au bio que des salariés pour tout le reste? Ouais, alors en fait, là aujourd'hui on a 300 hectares. En 2018 on en aura 600 puisqu'on a converti 300 hectares. Et ça veut dire qu'il y a une remise en question permanente à tous les niveaux et en particulier sur le poste main-d'œuvre. Et aujourd'hui, si on n'adapte pas si on n'aide pas tous ces gens à mieux travailler pour avoir une meilleure rentabilité, des façons de diminuer ou d'améliorer la pénibilité de travail, je dirais, oui. Ça sera compliqué. Donc on s'adapte à tous ces besoins et on y travaille en permanence, quoi. Mais ça veut dire que vous êtes constamment aussi à côté d'eux, hein. On en avait parlé un petit peu au début, vous ne leur faites faire que ce que vous savez vous-même faire, vous êtes tout le temps avec eux. C'est-à-dire que si on n'est pas derrière, si on n'est pas là,
je me vois mal gérer une exploitation sans être sur le terrain. Voilà. D'accord. Alors on va revenir sur les permanents. On sait que le principal problème pour les attirer, c'est souvent le logement, notamment dans la région Île-de-France. On nous en a beaucoup parlé. Comment vous y répondez? Est-ce que d'abord vous êtes confronté à ce problème-là du logement pour recruter des personnes? Et est-ce que vous avez su y répondre? Alors, le logement dans le milieu agricole est un gros problème puisque bien souvent on a des gens qui veulent venir de loin pour travailler. Ça concerne les permanents mais aussi les saisonniers. Et en fait, ce qu'on est en train de mettre en place là, on est en train de rénover des maisons dans les villages qui ont été désertés par les années passées et pour les y mettre, et ça fait revivre un peu les villages, quoi. Même si on est à 30 km de l'océan Atlantique, on n'est pas si mal placé que ça, mais il n'empêche que les villages sont vides, quoi. Et vous avez des solutions de transition également, je sais pas, des mobil-homes ou non, c'est carrément des maisons si les gens vous conviennent et sont recrutés par vous, non? Non, alors les mobil-homes pas trop parce qu'en fait aujourd'hui il y a un gros poste qui est la partie environnement et social. Et en fait, si on commence à mettre des mobil-homes au milieu des villages, ça va pas le faire, quoi. Et ça peut pas le faire. Et je préfère restaurer des maisons qui ont du caractère et du charme que mettre un mobil-home sur la place du village. Et en plus, vous le faites de manière traditionnelle, hein, si j'ai bien compris. Ouais, on est plutôt, je suis un vrai landais traditionnel, ouais. D'accord. Donc dans toutes vos démarches, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes accompagné par Céline. Vous avez choisi de vous faire accompagner. Alors pour bien comprendre comment ça se passe, cet accompagnement avec Céline, on va repartir dans les Landes avec vous, Céline. Donc c'est un reportage de Tanguy Délin de la France agricole. En ce qui concerne l'organisation du travail, en fait, petit à petit, on est intervenu pour les aider à structurer d'abord les entretiens d'embauche pour mieux définir ce qu'ils attendent et savoir mieux mener un entretien au moment de l'embauche. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on les a aidés à structurer aussi les entretiens annuels avec les salariés. On les a aidés à définir des fiches de poste, par exemple quand ils ont intégré la personne qui gère toute la partie administrative. Ensuite, on a également structuré ça au niveau de l'atelier parce qu'à un moment donné, à l'atelier, les besoins ont évolué. Donc, on a mieux défini les fiches de poste au niveau de l'atelier, ce qui a permis de mieux conforter les embauches également. Et ensuite, tout ce qui était plus globalement sur l'organisation du travail au niveau collectif, hein, de l'équipe qu'ils ont mis en place, de mieux définir les rôles des uns et des autres parce que chez eux, il n'y a pas de chef, mais il y a plutôt des référents en fonction des activités. Alors Céline Puységur, l'absence de référent, ça signifie quoi concrètement? Comment ça se passe sur le terrain sans chef, quoi? Ça se passe très bien, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, la particularité chez Pierre et Olivier, c'est que on avait senti que pas beaucoup de salariés étaient motivés pour eux-mêmes faire du management. À part une personne, quand même, il faut le noter chez eux, puisqu'il y a une salariée, Laurie, qui en fin de compte, elle, s'occupe particulièrement de gérer la main-d'œuvre saisonnière, que ce soit sur la partie asperge ou la partie maïs-semence. Typiquement, je me permets de vous couper, ça c'était pas une demande au départ de sa part, mais c'est vous qui avez senti sur le terrain que vous pouviez progressivement la mettre à la tête des saisonniers, on va dire. En fait, ce qui se passe, c'est que on essaye d'adapter les ouvriers à des postes où ils sont le mieux adaptés, quoi. Voilà. D'accord. En fait, il y en a qui vont être compétents dans le domaine des cultures, d'autres dans le domaine de la gestion du personnel. Voilà, chacun a bien des tâches plutôt bien spécifiques. Mais ça, on va revenir avec vous, Céline, ça demande une grosse écoute et ça demande à être très attentif à ce collectif. Oui, alors c'est pour ça que dans le cadre des entretiens individuels, c'est des moments forts aussi pour capter comment se comporte le salarié, comment il souhaite évoluer et si justement il est attiré par faire du management lui-même. Donc ça nécessite une écoute à la fois collective pour comprendre comment ce collectif évolue et à la fois une écoute individuelle et c'est pour ça que c'est primordial de prendre ces temps d'entretien individuel parce que très souvent ce qu'on observe sur le terrain c'est que les employeurs discutent au coin du champ avec leurs salariés. Alors on pense qu'on a tout résolu au coin du champ
Mais c'est vrai qu'on ne discute pas de la même manière quand on formalise des entretiens, quand on les prépare et quand on laisse ce temps d'écoute aux salariés. Ça aussi, c'est très important. Alors ça peut faire peur, hein. C'est à nouveau un entretien. On avait déjà parlé d'un entretien de recrutement qui était déjà pas évident. L'entretien individuel qui est obligatoire, hein, je crois. C'est obligatoire. Et comment vous parlez de le formaliser? Comment concrètement vous avez un petit programme? D'abord vous les voyez tous les trois ensemble? Comment ça se passe? Alors oui. Depuis le temps qu'on les accompagne, en fait, on a mis en place avec Pierre et Olivier, on prend un temps de préparation chaque année pour faire tous les trois le point sur ce qui s'est passé pendant l'année écoulée de manière générale. Et ensuite, on revient sur chacun des salariés un par un et on fait le point déjà entre nous de comment ça s'est passé avec chacun des salariés. Ce qui a été très bien, ce qui a été moins bien, ce qui est à améliorer. L'aspect formation également, qui lui est un aspect obligatoire de l'entretien. Donc on prépare chaque année une forme de guide d'entretien qui évolue, c'est jamais le même d'une année sur l'autre. Parce que vous l'aurez compris, l'activité elle évolue, donc les besoins ils évoluent. Et donc on prépare ces entretiens-là. Et ensuite, on prévient les salariés qu'on va effectivement réaliser les entretiens. Moi, je suis présente pendant les entretiens, mais mon rôle n'est pas de faire passer les entretiens. Mon rôle, il est vraiment d'observer et ensuite de débriefer avec Pierre et Olivier sur comment s'est déroulé l'entretien, quels sont les axes que l'on aurait pu approfondir. Et dans ces entretiens, on a différentes parties. Il y a une partie, d'abord, on fait un point global sur l'appréciation du salarié pendant l'année, en n'oubliant surtout pas, dans les entretiens, de parler de ce qui est positif. Nous, on est très motivés par le management positif et c'est vrai que de faire le point aussi sur ce qui s'est bien passé avec les salariés, c'est hyper important. Je crois qu'on est tous comme ça, hein, on marche au positif. Et pour parler des points à améliorer, parce qu'il y en a toujours, il ne faut pas se leurrer, c'est toujours bien aussi de s'appuyer sur les forces de chaque personne. Voilà. Et de s'adapter à chaque salarié pour ne pas leur demander des choses qu'on ne sent pas chez eux. Mais Olivier, comment on fait pour garder cette juste distance avec le salarié? On voit sur les exploitations que les salariés deviennent un peu un membre de la famille. Comment on fait pour être à la fois pas trop près et pas trop loin, pour sentir encore ce collectif? Vous avez parlé du café du matin notamment. Ça c'est un petit rituel chez vous. Ah ouais. Non, après je crois que tous les salariés qui sont chez nous, ils savent la place qu'ils occupent. C'est vrai que le café du matin est hyper important parce qu'on sait là où on se retrouve quasiment tous ensemble tous les matins. Et puis après chacun part à ses diverses activités. On parle de tout, on parle de rien, on organise, on voit comment on fait, tel problème, ceci, cela. C'est très important. Il y a un moment de convivialité là. Donc là déjà, c'est un point positif. Ça c'est un point positif là. Voilà. Et vous avez aussi des réfectoires, vous avez plein de lieux de rassemblement. J'ai eu la chance de me rendre chez vous. Vous avez mis ça en place progressivement? Ouais. Alors on a mis en place parce que quand on a fait des locaux, on s'est dit, eh bien, on va faire un réfectoire en bonne uniforme, on va faire des douches, des WC, que ce soit sur la partie asperge ou sur la partie atelier où fabriquer les fameuses machines. Voilà. Les conditions de travail c'est un poste qui est hyper important aujourd'hui par rapport à la main d'œuvre. Et quand on recrute, on ne peut pas se permettre de dire à une personne qui va travailler sous un taudis, voilà, ça c'est plus possible, quoi. Il faut évoluer aussi. Merci beaucoup Olivier Banos et Céline Puisségur d'être venus des Landes pour nous parler de votre expérience. Alors je rappelle qu'on retrouve votre témoignage vidéo et article sur le nouveau site consacré aux employeurs agricoles. C'est www.lafranceagricole en un seul mot -employeur.fr. C'est le nouveau site donc consacré aux employeurs agricoles avec de l'actualité juridique et des expériences comme celle d'Olivier Banos, de Pierre Ferry et de Céline Puisségur. Bonne journée à tous. Merci.